On est en onde et on est sur le temps d'une bière. On est entre amis, on a du fun. Aujourd'hui, on dérive. On va parler un petit peu d'histoire peut-être, mais surtout, on va parler de la microbrasserie à la dérive à la Pointe de Gatineau avec Sébastien Gandhi. Salut. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien, ça va bien? T'as l'air d'un homme heureux. Pas pire heureux, je dirais quand même, ouais. C'est une de mes forces. Le bonheur est une force. Ben oui, clairement. Oh, oui. Le bonheur est une source d'énergie. Sais-tu quoi? Oublie ça, on parle plus de microbrasserie, on parle de la spiritualité de l'énergie et du magnétisme. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, c'est intéressant. J'ai plein de choses à dire là-dessus, en fait. Là. Je te crois. Oui. Les petits bonheurs de tous les jours, c'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que les oui-oui, qui sont un peuple de petits farceurs, qui sont sur le design de la bière qui vient de chez vous, qu'on boit, sont dans ce registre-là? Je pense que oui. Je pense que les oui-oui ont été créés pour avoir du plaisir. C'est sûr que quand tu vis sur des perruques d'êtres humains, puis que ton objectif, c'est de faire des farces au quotidien, Ouais. ça risque d'être le fun, j'imagine. Puis c'est toi qui as fait le design de cette bière-là, hein? Ouais, exactement. Ouais, ça ressemble à un trip d'acide, mais j'étais à jeun, réellement. Étrangement. Ouais. Croyez-le ou non. Oui. Mais là, parlant d'être à jeun, ou de pas l'être, parle-nous un peu de votre microbrasserie, de sa naissance. Comment est-ce qu'à la dérive, ça en est venu à exister? À la dérive, c'est quand même une histoire avec bien des rebondissements. À la base, on avait deux amis qui voulaient partir une microbrasserie. Moi, je viens du monde de la bière. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une microbrasserie. Puis avant ça, depuis que j'ai 18 ans, on brassait de la bière avec un de mes chums qui est devenu le brasseur de la dérive, Jean-François. On allait à l'Autreuil, qui était la Mecque de la bière au Québec et probablement au Canada dans ces années-là. C'était hallucinant ce qu'on pouvait trouver. Fait que j'ai grandi là-dedans. Mais les gens que je côtoyais buvaient de la Big Ten, puis moi je buvais dans ce temps-là, il n'y avait pas grand choix, ça fait que c'était de la 3 pistoles. C'était quand même solide. T'avais deux options, 3 pistoles, pain du monde pour te gommer comme du monde, puis moi c'était à 3 pistoles, ouais. Fait que quand tu te gammais comme du monde, est-ce que c'était la fin du monde pour un habitué? Oui. Même pour un habitué? Ça te clenche pas mal, là, une fin du monde. Là. C'est quoi? C'est 9-10% d'alcool? Ouais, c'est ça. C'est comme une Big Ten, mais tu peux boire le fond parce que le fond était quand même bon. Tu vois, moi, j'ai j'ai pas connu ça, moi, les Big Ten. Explique-moi un peu c'est quoi. Ah, une Big Ten, mais c'est une Bud, ou une Bleu Dry à 10%. Je comprends. Puis là, c'était comme une grosse bière, il y en a un point quelques litres, je pense. Puis le tiers de la bière, il est chaud puis il est dégueulasse à la fin. Là. Ça goûte l'alcool éthylique. Là. OK, c'est fait pour prendre une brosse, là. C'est le sous-titre. Oui, c'est fait pas pour des adolescents, finalement. Là. Fait que toi, tu as 18 ans, tu commences à brasser, tu tombes tout de suite dans le bardeau des microbrasseries, tu en fais pas un fardeau et tu te dis, moi, je me bardre pas avec la bière commerciale, je m'en vais dans le monde de la microbrasserie. Oui, exactement. Mais c'est à la base, moi, mon parcours, c'est les arts visuels. J'ai fait mon cégep à Gatineau en arts visuels. Après ça, j'étais allé vivre à Montréal, dans le fond. Puis à Montréal, c'est ça, j'ai continué mes études en bac puis à la maîtrise en arts visuels. Puis à travers ça, Montréal était une vitrine incroyable pour la bière dans ces années-là. Il y avait le Cheval Blanc qui était la première microbrasserie au Québec à Montréal. Puis après ça, il y a eu Dieu du ciel qui dans ces années-là, en plus, où il n'y avait pas on-tap, tu pouvais brasser des bières de fou sans risquer d'avoir une mauvaise note qui t'empêche d'embrasser de ce style-là. Mhm. Et puis, est-ce qu'il y avait un style en particulier qui, toi, t'allumait? C'est dur à dire parce que j'ai toujours aimé les bières surettes. J'ai surfé la vague des IPA comme tout le monde dans le temps où est-ce que c'était la quête de l'amertume à tout prix avant que ça devienne la quête de la non-amertume à tout prix. Je pense que c'est le nom de notre podcast, c'est le nom de notre épisode, ça. La quête de l'amertume. Ouais, c'était ça dans le temps. Le monde s'en rappelle plus aujourd'hui. Les néophytes de bière qui commencent avec les grosses New England IPA, ils savent pas que l'amertume, ça a déjà existé dans la bière. Ouais, aujourd'hui, tu dirais-tu que les IPA, c'est-à-dire les New England qui sont pas amers, sont beaucoup plus populaires que les IPA qui sont plus amers? Oh, c'est
C'est la bière, là. C'est la bière du C'est temps. la C'est la bière chose d'Anthropoque. depuis plusieurs années. Là, Ouais. depuis au-dessus de 5 ans, c'est les New England IPA ils ont ravagé le marché. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris ben, ils n'ont pas tout pris les parts du marché, mais c'est hallucinant comment ils ont. Ils se sont pris la part du lion. Oui, surtout dans les IPA. Là, dans les IPA, il y avait tout avant. Il y avait des. Mhm. Il y avait des black IPA où est-ce que tu avais comme les grains rôtis, puis c'est ça, tu avais vraiment comme. Tu avais des West Coast qui étaient vraiment plus genre dans l'épinette, dans le résineux, le gommé. Ça, c'est mon type de bière. Ouais, mais c'est ça, c'est comme. Puis maintenant, t'en fais une vraie classique West Coast, là, le monde, il y en Le a qui monde aiment ça. n'accroche plus à cause de la New England. Fait que dans le fond, la New England, elle a volé la diversité au monde de la IPA. T'as encore, genre, une panoplie incroyable de IPA. On a toutes sortes de IPA, mais cette panoplie-là est comme éclipsée par le succès de la New England. Exactement, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça reste, c'est une évolution, là, tu sais, les gens l'oublient tout le temps, mais il y a toujours des modes, tu sais, là, on est vraiment dans la New England, mais avant, la West Coast, elle a pris la place des IPA anglaises qui étaient beaucoup plus maltées. Après ça, le malt, le côté caramel dans la bière est devenu un ennemi juré de bien des buveurs de bière, puis des fabricants, parce que veut pas, les gens, il faut qu'ils suivent un peu le marché pour survivre. Ouais. Fait que la prochaine trip de IPA, on sait pas encore c'est quoi, là. Ou ça peut être remplacé par complètement d'autres choses aussi, là. Et puis vous, est-ce que vous avez finalement opté par le bateau de la New England? J'ai l'impression que je suis en train de goûter à la réponse. Une excellente question. Ben, c'est sûr que nous, Quelle est votre position? quelle est notre position? Ben, nous, on brasse des bonnes New England. On aime ça d'en boire aussi. C'est sûr que des doubles IPA, c'est super bon, mais tu sais, t'en prends pas 3-4 pintes. Fait que là, c'est pour ça que j'ai amené la Oui Oui, qui est une Pale Ale. Fait que tu sais, c'est super fruité, c'est juteux, mais c'est 5,5% d'alcool. Fait que tu sais, tu peux en prendre 2-3, pas de stress. C'est pas aussi riche qu'une double IPA. Fait qu'éventuellement, on s'en va plus vers là, nous autres, mais à la base, c'est pas ça notre style de bière préféré. Nous, on s'intéresse plus à des bières avec des aromates québécois. Des saisons de type belge, si on veut, mais avec des grains québécois à 100%. On brasse la saison Lila, qui est une bière qui est notre porte-étendard, en fait. Oui. On met du Lila on fait infuser le Lila dans un miel local, puis après ça, on met le miel dans la bière, puis c'est une saison relativement simple, mais comme peintable, avec une petite finale de Lila à la fin. C'est vers là qu'on veut aller, tu sais. Ça goûte la fraîcheur, ça goûte l'esprit du temps, puis c'est local. Et ça, si je ne m'abuse, c'est pas la première fois que j'aborde le sujet avec les gens de par chez vous. Vous avez une démarche locale. Est-ce que ça a toujours été le cas? Parce qu'on parlait un petit peu de tes débuts de brassage à toi. Quand tu avais 18 ans, tu commences à brasser. Puis là, tu commences à brasser plus sérieusement avec ton chum, qui lui est finalement devenu votre maître brasseur. Au tout début du projet, à la dérive, est-ce qu'il y avait cette idée de quelque chose de local, de communautaire, avec des ingrédients de la région? Ben là, c'est sûr que le projet de la dérive, ça fait environ 5 ans que c'est comme qu'on a commencé puis que c'est vraiment un projet. Avant ça, c'est dur à dire parce qu'on forme un tout avec des objectifs qui sont tous différents, mais moi et Jean-François, à la base, on a toujours tripé sur les brasseries qui mettaient en valeur le patrimoine gustatif de ces régions-là. Là, comme des brasseries mexicaines qui focus sur les saveurs mexicaines, ça nous fait triper. La même chose pour des brasseries aux États-Unis qui travaillent la terre, qui travaillent des aromates, genre de l'écorce de bois, qui travaillent avec tout ce qu'ils trouvent dans le fond qui peut être comestible et mis dans la bière, parce que c'est ça aussi, avec les New England IPA, les brasseries ont commencé à avoir peur un peu de l'expérimentation, du jugement de la clientèle, mais c'est ça. Tranquillement, pas vite, nous autres, on va accepter le jugement, puis on va accepter d'aller vers exactement où ce qu'on veut aller avec la bière, là. C'est ça
le plus grand défi, non, dans une microbrasserie. Faire la balance entre ce que le client veut puis vos besoins à vous. Parce que j'en ai parlé avec ben des brasseurs, puis souvent, c'est du monde créatif. Tu sais, c'est du monde qui veulent aller chercher la bière unique qui n'existe pas. Puis pour aller faire ça, il faut expérimenter. Mais pour bien expérimenter de façon saine, de façon sécuritaire, si on veut, il faut quand même s'assurer de donner au client à peu près ce qu'il veut. Oui. Ben, il y a une latitude, je pense, parce que c'est sûr que tu dois brasser des bières qui sont qui sont intéressantes, des bières que les gens ont envie de boire. Mais je pense que, tu sais, il y a quand même une grande variété de buveurs de bières au Québec et partout dans le monde. Puis, tu sais, il y a des modes, puis il y a aussi des gens à côté des modes qui tripent sur la bière, puis qui tripent sur tous les styles de bière, puis qui respectent tous les styles de bière. Fait que, tu sais, nous, on s'adresse, oui, à ceux qui ont envie de boire la New England, puis on va leur faire les meilleurs qui se peut sur le marché, parce qu'on croit aussi là-dedans, puis on croit que ça peut être des bons produits. Mais nous, on a envie d'amener les gens ailleurs. Puis nous, on le fait d'une certaine façon, qu'on crée une histoire derrière le produit, on explique pourquoi c'est intéressant ce type de bière-là, puis pourquoi que c'est des saveurs que normalement tu n'as jamais retrouvées dans la bière, mais que ça se peut. Puis ça se peut que tu triples là-dessus, mais il faut que tu lui donnes une chance. Si tu donnes jamais une chance à quelque chose, ben c'est comme... Puis ça va avec des tests de dégustation aussi. Dans le temps, le monde n'aimait pas l'amertume. C'est comme la première fois que les gens ils goûtent du vin rouge corsé ou est-ce qu'il y a des tanins, c'est tannique. Les gens, ils trippent pas normalement, mais c'est ça. Tu leur présentes une bière terreuse avec des ingrédients qui viennent justement d'une terre à bois, parce que tu as travaillé quelque chose de différent. Ben, ça peut vraiment faire tripper le monde, mais ça se peut qu'il y ait d'autres mondes qui soient comme, ben, moi, je trouve ça dégueulasse. Ben, c'est correct aussi. Ouais. C'est correct aussi. Fait que vous avez une bière qui est très terreuse, c'est ça? Vous avez une bière de type, mettons, farmhouse? C'est pas une farmhouse, mais on travaille sur une brown ale potentielle avec du chêne qu'on a pris nous-mêmes, qu'on va couper en copeaux puis retire au four. Puis probablement qu'on pourrait faire la macération de glands de chêne aussi pour éventuellement créer la recette. Il y a une brasserie qui s'appelle Scratch Brewing aux États-Unis. Ils ont une terre d'environ 100 acres. Puis eux autres, ben, ils font des recettes single tree qu'ils appellent. Fait que essence unique, si on veut, de différents arbres, comme le chêne avec l'écorce, le bois, ça peut être avec les branches, ça peut être avec les glands. Les Premières Nations, dans le temps, ils travaillaient avec de la farine de gland de chêne. Ils faisaient de la farine avec le gland de chêne? Ils faisaient de la farine de gland de chêne. Ah ouais, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Même que je pensais même pas qu'on pouvait faire de la farine avec d'autres choses que du blé. Non, ben oui, tu peux faire de la farine avec bien des affaires. Je suis pourri côté cuisine. Ça, full disclosure, moi, je cuisine pas à la main. Ben, à base, je pense que c'est de la poudre de quelque chose, de la farine. C'est de la poudre. Ouais, c'est de la poudre. Fait que, ben c'est ça. Fait en gros, tu sais, il y a tellement à explorer. Puis c'est ça, le côté terreux, ça peut vraiment être le fun puis réconfortant. Tu sais, en automne, de donner des saveurs qui viennent avec une saison. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça au final, tu sais, parce que c'est ça, il y a vraiment des possibilités. Puis vu qu'au Québec, on a 4 saisons, on peut vraiment travailler ça pour amener les gens ailleurs, puis leur faire découvrir des aromates qui sont chez eux, là, qui n'ont jamais pensé mettre dans leur repas ou dans une bière. Ben, tu vois, moi, je trouve que ça, là, ça fait une des forces de la scène microbrassicole du Québec. Puis je dis pas brassicole parce que c'est forcément commercial, ça s'applique moins, c'est moins artisanal. Mais on a 4 saisons, donc à chaque... T'as 4 zones d'expérimentation. Et puis, juste ça, là, ça te permet de te réinventer constamment. Oui, bien, à 100%, parce que, règle générale, tu sais, mettons un pays qui fait chaud tout le temps, c'est rare que les gens ils s'en vont vers des Imperial Stout. Il y en a. La Floride est l'exception à la règle et ils font des Imperial Sweet Stout là-bas hallucinantes. Ça a l'air que c'est... Imperial Sweet Stout? Ouais, fait que des Stouts impériales sucrées. Wow. Fait que, tu sais,
souvent dans des stouts impériales, c'est quand même sucré déjà à la base d'une stout impériale et amer. L'amertume, elle permet comme d'équilibrer le sucré. Mais les sweet stouts, ben, dans le fond, il y a un déséquilibre du sucre, mais c'est des stouts dessert. Fait que tu peux avoir du chocolat littéralement dedans, avec des fruits, avec plein d'aromates, de la vanille. Puis c'est pas mal à la mode en ce moment, là, ça se donne. Là. Moi, je vois ça plus comme un gâteau au chocolat triple au whisky. Tu sais, dans le sens que ça a l'air gros comme dessert. Effectivement, mais c'est cochon, là. C'est ça que je voulais dire, c'est cochon. Exactement. Puis il y en a qui sont barriqués, justement, au whisky. Ouais. Il y a tous les types dans cette zone-là, mais règle générale, dans les places qui fait plus chaud, les gens, ils ont plus des bières blondes, des lagers, des ale blondes, de soif, là. Écoute, je lis constamment sur l'histoire de la bière, puis j'ai trouvé une anomalie par rapport aux bières un petit peu plus robustes. En Jamaïque, on brassait pendant longtemps du porteur. Même si le porteur était une bière plus, disons, anglaise, plus une bière nordique, c'est une bière plus robuste, c'est une bière très sédimentée. Il reste plein d'affaires dedans qui sont en suspension encore. En Jamaïque, la bière la plus bue, là, c'était une porteur, c'est-à-dire l'ancêtre du stout. Puis on est très, très, très loin de la lager. C'est pas le truc rafraîchissant que tu t'attends à trouver dans une zone chaude. Puis c'est juste parce que les moyens du bar, puis les ingrédients du bar faisaient en sorte qu'au bar, tu avais de la porteur. Clairement. Mon histoire géopolitique n'est pas toujours excellente, mais les Anglais sont pas allés en Jamaïque. Ouais, les Anglais sont allés en Jamaïque. Fait que souvent, les Anglais, ils laissent des traces. Non, mais c'est un euphémisme. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais c'est la même chose pour l'Inde. Dans le fond, il y avait les colonies anglaises qui allaient en Inde, puis la IPA, elle vient de là. India Pale Ale. Pour conserver la bière, c'est qu'ils mettaient plus de houblon, puis ils mettaient la bière plus forte. Ouais. Pour que les soldats là-bas puissent la boire. Puis quand les soldats sont revenus en Angleterre, ben, ils étaient comme, ben, la bière ici, ça goûte à rien. Moi, je veux de la bière plus forte, puis je veux de la bière qui est houblonnée. Ouais. Fait que là, l'India Pale Ale est arrivé. Mais tu sais, comme la Jamaïque, les Anglais qui étaient là-bas, ben, ils voulaient en boire, puis après ça, ils sont partis, mettons, puis ils continuent à boire. Ben, tu sais, par rapport au porteur, au stout, puis à IPA, ce qu'on oublie des fois, c'est que c'est des bières qui répondent à des besoins puis des opportunités. Puis que, en dehors mettons, de la nécessité des soldats anglais d'avoir un produit stable, parce que le houblon stabilisait la bière en l'aseptisant, ben, il y avait aussi des contrats. Il y avait des brasseries qui, eux, faisaient des contrats avec l'armée américaine. Ces brasseries-là, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir beaucoup de succès. Ils se sont dit, ben, la bière qu'on vend à l'armée... J'ai dit américaine? Ouais, t'es américaine. Tabarouette. Britannique. Les brasseries qui faisaient des contrats avec l'armée britannique, ils se sont dit, ben, on va essayer de vendre la même bière à domicile. Puis ils ont fini par réussir leur pari. Et puis c'était vraiment des contrats. Puis une des choses qui était vraiment bizarre, là, j'arrive toujours pas à vraiment saisir ça, mais écoute, à l'origine, les IPA anglaises sont plus proches des stouts anglaises que de n'importe quoi d'autre. Le modèle de base de la IPA anglaise, c'est une stout. D'abord parce que la bière industrielle par excellence qui se faisait à l'époque de la colonisation en Inde, c'était un stout. Fait que c'était une bière très foncée, avec du malt très torréfié, qui séjournait dans une grande cuve pendant à peu près 9 mois, avec beaucoup de houblon, souvent du type de East Kent Golding. Fait que ta IPA, dans le temps, n'était pas super amère. C'était juste une stout, ben, quelque chose qui ressemblait à du stout, avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de houblon. Et surtout, une eau qui était plus riche en calcium, qui accentuait l'amertume du houblon. Fait que l'eau était différente, puis la quantité de houblon était différente, mais le modèle de base était pas très loin du stout. C'est grâce au stout que la IPA est devenue populaire en Angleterre, puis a réussi à supplanter le stout. C'est fou, pareil. Hein? C'est assez fou. C'est bizarre. Et pourtant, c'est ça. Une idée remplace une autre lorsqu'elle est plus performante.
Ouais, ben tu sais, aussi à la base, en Angleterre, ils brassaient des bières avec des grains foncés, des grains maltais Mhm. rôtis parce que Ouais, l'eau oui. était sulfureuse, là, l'eau était Mhm. pas particulièrement bonne. Mhm. Puis c'est ça aussi, justement, elle était pas bonne au goût, mais des fois aussi, elle était malsaine, l'eau, Tout à fait fait. qu'ils débrassaient des bières avec peu de pourcentage d'alcool. Mm. Ça donnait un pain quotidien, si on veut. Là. Ouais. Puis c'était nutritif. La bière était pas filtrée. Tu avais encore plein de sédiments dedans. La céréale était encore présente. La levure était encore là. Mais le faible taux d'alcool te protégeait contre beaucoup de bactéries et de pathogènes qui étaient dangereux pour toi. Mais là, on a dérivé, clairement. Effectivement, on a dérivé. Puis c'était correct. C'était prévisible. On a le droit. On a le droit. Je voulais revenir sur la naissance de votre microbrasserie. On est à Gatineau, on est il y a 5 ans. Vous vous lancez en affaires. C'est toi puis une couple de chums. Je pense que vous êtes 4 aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est ça. On était 4 à la base. Ouais. C'est ça. Il y en avait 2 qui voulaient partir le projet. Puis moi, j'étais en train de finir ma maîtrise en art visuel. Mhm. Puis le brasseur aussi, il travaillait dans une autre brasserie et il venait de finir son cours à Niagara Falls College, Mhm. qui est le seul cours de maître brasseur au Canada. Fait que c'est ça. J'en ai parlé au brasseur, puis j'ai dit... ben c'est ça. À la base, moi puis lui, on avait déjà travaillé sur un projet de microbrasserie qui était supposé être une ferme brassicole en Outaouais. Ah, ouais. Ouais, qui se serait appelé la Serpe d'Or, comme dans Astérix et Obélix. C'est génial. Ouais, c'était quand même génial. Moi, je suis jaloux du titre. Je le dirai pas à personne, là, mais je trouve que le titre est excellent. C'était quand même pas pire. En tout cas, c'est ça. Fait que ce projet-là n'avait pas marqué au début. Oh, il n'avait pas marché. Au début, on était un peu découragé du modèle coopératif, puis aussi en général de l'idée de partir une microbrasserie, même si ça nous tentait vraiment. Puis C'était moi, en quelle année, ça? ça fait un bout, là. Ça doit faire au-dessus de 7-8 ans, mettons, que le OK. projet était avorté. Il y avait déjà une couple de microbrasseries à Gatineau, mais le côté coopératif est intimidant. Non, ben le côté coopératif, il est pas intimidant à la base, il est juste difficilement fonctionnel pour certaines choses, tu sais, dans le sens que Hmm. une coopérative de solidarité, quand tu es en fondation d'un aussi gros projet que ça, là, qui aurait été 1,4 million probablement d'investissement, puis que il y a des gens qui se pointent à des réunions une fois par mois, mais qui ont plus d'importance, mais qui ont autant d'importance qu'une personne qui travaille dans la coopérative Ouais. quotidiennement. C'est un non-sens. Même si on peut parler d'un genre de gestion démocratique, c'est plus ou moins démocratique, si on veut. Mhm. Les gens qui sortent de nulle part ont plus d'importance que les gens qui y travaillent quotidiennement. C'est un peu Mhm. étrange. Fait que c'est ça, on a eu peur. Ben, on n'a pas eu peur. On a été découragés par ça, Ouais. mais c'est ça. Fait que là, on avait une opportunité. Il y avait 2 amis qui voulaient créer une microbrasserie. Puis ça, il y en avait un qui avait énormément d'expérience en restauration. Fait qu'il manquait le côté marketing, design, que moi, finalement, j'ai décidé de prendre. C'est ça ma proposition. Puis on Puis pose la question, t'as dit oui. j'ai dit oui. Sans aucune référence à la bière de type oui qu'on boit en ce moment. Exactement. Voilà. Puis il y avait Jean-François, c'est ça. J'avais demandé à Jean-François de se joindre à nous. Puis c'était si Jean-François se joignait à nous, j'étais down de rentrer dans le projet. Parce que c'est une brasserie, pas de brasseur, c'est ordinaire. Ça brasse pas grand-chose. C'est ça. Yes, fait que c'est parti de là. Fait que là, on travaillait vraiment fort sur le projet d'ouvrir un pub sur le bord de l'eau qui aurait été aussi une microbrasserie. Mais là, c'est ça. Il y avait une première inondation où est-ce que la bâtisse était presque perte totale. Fait que là, on a rebâti le bâtiment. Ah, ouais. Au Mais tout début, ça? Ouais, au tout début du projet. Là. Ça commence rough, un projet. Ça commence rough. Ouais, ça commence pas pire rough. C'est pas pour rien qu'on s'appelle à la dérive, c'est parce qu'on a failli se ramasser dans la rivière puis rester là. Ah, ouais, vous étiez si proches? On était dans la rivière, mettons. Tabarouette. Ouais, Tu parles pas au figuré. Non, l'eau a passé en bord du premier bâtiment. Puis l'inondation, en fait, de 2009, une fois que la nouvelle bâtisse était faite, puis vraiment comme mieux aménagée potentiellement pour une autre inondation,
C'est ça. L'eau a été encore plus haute en 2019, mais il n'y a eu aucun dommage. Puis on était correct. C'est juste que ça a encore retardé le projet. Puis c'est compliqué une inondation. Là. Puis c'est compliqué, puis c'est stressant. Ben ouais, c'est plate, pas mal. Puis on était vraiment comme à quelques mois d'ouvrir le pub dans ce temps-là. Fait que là, tu sais, on se disait, on peut. La loi permettait pas de mettre une microbrasserie dans le sous-sol d'un bâtiment inondable potentiellement. Fait que là, on n'avait pas d'option. Fait que depuis le début, ben, dans le fond, on brasse nos bières, nous autres, chez Gallicus. Parce que la communauté de la bière des nouvelles brasseries en Outaouais est vraiment solide. Tout le monde travaille ensemble. C'est très coopératif. Hein? Ouais, c'est très coopératif. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a brassé chez Gallicus pour commencer. Puis on avait le pub. Puis on a roulé vraiment bien, même si c'était pas... Quand tu commences en décembre 2019, puis là, tes 3 premiers mois d'affaires, c'est décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars, pandémie. C'est terrible. C'est ça, ouais. C'est une histoire similaire au 5e baron, non? Ils ont commencé juste avant la pandémie. Ça commence rough. En fait, ils ont commencé après nous. Là, ils ont commencé après vous? Ben c'est sûr, c'est quand même, c'est une histoire similaire. Parce que c'est quand même un gros défi, la pandémie. Tu peux pas être ouvert, tu peux pas avoir des clients, ils viennent pas te voir. Ben non, c'est ça. En plus, tu sais, c'est ça, nous autres, on était un pub, ils avaient gardé le take-out. Pendant un bout de temps, il n'y avait même pas de take-out. Pendant un bout de temps, après ça, le take-out qui a été réhabilité. Mais nous, tu sais, on n'avait pratiquement pas de clientèle de solide. Tu sais. Le monde, ils viennent dans un pub pour boire de la bière, manger la bouffe qu'il y a sur place, mais ils vont pas nécessairement venir chercher du take-out après 3 mois que tu existes. Là. Fait qu'effectivement, ça a été un moment assez difficile pour le projet, mais nous, ben ça nous a pas arrêté. Là. On continue à brasser chez Gallicus, puis on en a profité pour partir une série de bières, la Boathouse, qui était une New England IPA, justement. Parce que je le savais! Eh oui, on a tenté vous êtes allé sur une valeur sûre. Je veux dire, vous êtes dans une situation extrême. Vous faites face à des défis importants. Et une de vos premières bières est une New England IPA. Ça prouve à quel point, comme on disait tantôt, la New England IPA est une valeur sûre, ou en tout cas, une des grandes demandes du consommateur. Effectivement. Puis, tu sais, il y avait la brasserie du Bas-Canada, ils ont commencé avant nous en Outaouais, puis ils ont vraiment développé un marché pour la New England IPA. Fait que nous, quand on est arrivé avec la Boathouse, le monde était comme crime, ils se brassent des bonnes affaires en Outaouais, puis ça n'a pas pris de temps qu'on recevait des appels de partout à Montréal, puis partout au Québec pour avoir de la Boathouse, dans le fond. Fait que c'est sûr que c'était une idée de continuer à embrasser, en tout cas pendant la pandémie. Ben oui, on a vraiment fait notre nom avec cette bière-là. Puis ça ressemble à quoi comme profil de bière? New England IPA, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les houblons, sur les céréales? Oui, ben en fait, là, faut pas que je me trompe là-dessus. Non, parce qu'il y a des millions de gens qui vont t'écouter puis qui vont te juger. C'est ça, exactement. C'est des consommateurs. C'est ça. Mais dans le fond, les Boathouse, la série de Boathouse, comme la plupart des New England, c'est un assemblage de malt qui est à peu près pareil pour chaque microbrasserie. Okay. Où est-ce que t'as de l'orge, si je ne me trompe pas, t'as du blé. Je suis pas sûr qu'il y a de l'avoine, mais je pense qu'il y a du blé, pas mal certain. L'avoine, ça donne du corps, hein? Ça... Oui, ça donne aussi des fois le côté laiteux. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je suis pas sûr pour l'avoine, pour être honnête. Mais sinon, fait que t'as tout le temps la même base de grains. Puis après ça, t'expérimentes avec des houblons. Puis c'est sûr que la particularité des New England IPA, c'est vraiment de focusser sur les aromates que les houblons peuvent amener en houblonnage accru. L'houblonnage accru, ben, c'est quand tu mets le houblon après avoir fait bouillir l'eau. Fait que... c'est ce qu'on appelle en anglais le dry up, non? Dry upping, ouais. En français, c'est houblonnage accru? Ouais, houblonnage accru ou à froid. Ah, OK. Ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Mais c'est ça,
en anglais, tout le monde dit DDH, IPA, pis tout ça. Ben, je suis content, c'est la première fois que je l'entends en français, ça me rend heureux. Ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon bilinguisme en moi, à ma langue française personnelle. Oui, effectivement. On essaie, nous autres, de garder ça français, mais en même temps, on vient de Gatineau, nous autres aussi. Là. On est tous de Gatineau dans le projet. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est que aussi les grands livres du brassage comme How to Brew sont écrits en anglais, sont vendus en anglais. C'est comme. C'est anglophone, le brassage, en général. En général, ben c'est sûr que ça dépend toujours, mais la révolution brassicole, c'est opéré aux États-Unis. Puis sinon, ben, la Belgique, ils ont brassé beaucoup, mais ils ont même produit plein de livres en anglais parce que il y a des flamands là-bas, puis on s'entend que s'ils veulent se faire comprendre à l'international, ce sera pas en flamand. Là. Ça sera pas en français non plus, ça va être en anglais. Ben, ouais, effectivement. Moi, je veux dire, le flamand belge qui veut parler à un grand auditoire au Brésil, au Mexique, il va choisir l'anglais. Ouais, puis il parle bien anglais en plus. Fait que votre première bière, Boathouse? Ouais, la Boathouse. Dans le fond, ça vient... Dans ce temps-là, on travaillait plus l'idée des bières selon l'histoire des environs. Puis il y avait des boathouses sur la rivière des Outaouais. Il y a même une de nos voisines qui dirigeait une boathouse dans le temps où est-ce qu'il y avait la prohibition. Mais c'est quoi un boathouse? Une boathouse, c'est une maison flottante, si on veut, où est-ce que tu peux venir parker ton bateau puis tanker de la bière en cochon. Fait que c'est pas juste... En gros, c'est ça. C'est pas juste un stationnement maritime. Non. C'est un endroit où est-ce que tu peux boire autant que tu veux durant la prohibition. Ouais, dans le fond, les anglophones qui n'avaient pas le droit de boire de l'alcool dans certaines années, là, je sais pas exactement c'est quelles années, mais c'est ça, il y avait la Boathouse qui était du côté qui était même du côté des Anglos, si je me trompe pas. Puis ça veut dire qu'ils venaient boire la bière québécoise qu'on traversait en douce là-bas. Là. Ça part vraiment... Il y a quand même un passé louche pas mal sur la rivière des Outaouais. Là. J'en doute pas une seconde. Ouais. Ben, le simple fait que tu as une frontière entre deux régions culturelles avec des approches différentes sur la prohibition garantissait que les gens qui étaient les plus permissifs allaient se faire envahir par des consommateurs de la place qui était la plus rigoureuse. Puis ça, c'est intéressant parce que tu as eu une couple de moments prohibitionnistes au Canada. Jamais aucun qui a été aussi grave et aussi profond et aussi percutant que celui des États-Unis de 1919 à 1933. Mais au Canada, il y a une chose qui est profondément marquante et qui se distingue, c'est que le Québec fait toujours place à part. L'Ontario a eu beaucoup plus de succès à assécher certaines villes ontariennes et à réduire le nombre de débits d'alcool que le Québec. Il y a eu un mouvement prohibitionniste au Canada en 1896. Et puis le Québec a été la place où est-ce que ça a le moins passé, ça a le moins généré d'intérêt. Autrement dit, le Québec était la place qui était la moins intéressée à supporter, dans le fond, des restrictions importantes à la consommation d'alcool. Puis c'était la même chose à Gatineau, c'est la même chose au Québec. Fait que ça faisait longtemps, là, vers la fin du 19e siècle, déjà, Gatineau puis le Québec en général était un petit peu plus permissif que de l'autre côté ontarien qui, depuis bien plus longtemps, avait, disons, plus de dents contre l'alcool en général. Puis ça, c'était une époque où l'alcool, c'était surtout le whisky, hein. Faut rappeler ça. Ouais. La bière, c'était un petit peu moins consommé que l'alcool fort. Puis c'était l'alcool fort qui faisait que le monde supportait la prohibition. Parce que les gens se saoulaient dans des saloons à force de 5 à 10 verres de whisky, perdaient connaissance, perdaient leurs économies, empruntaient à des prêteurs à gages, etc. Et puis tout ça pour dire que il y avait effectivement, comme tu le dis, tout un marché très lucratif pour les gens qui étaient prêts à transformer leur humble établissement en casino, en bordel ou en bar pour
accueillir tous ces gens-là qui étaient prêts à fuir la prohibition. Et puis toi, ce que tu m'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y avait non seulement tous ces établissements-là que je connaissais qui étaient dans le Vieux-Hall, mais aussi des boathouses, littéralement, sur la rivière des Outaouais. Ouais, clairement. Mais si on veut, la rivière, c'est comme un espace protégé de loi, si on veut, ou un espace où on ferme les yeux sur la loi. C'est plus difficile pour un char de police de s'y rendre. Ben, je te dirais que les chars de police s'y rendaient pour aller boire. Là. En ces années-là, du côté anglophone, de ce que nous, on s'est fait dire, c'est que même les politiciens qui ont mis ces lois-là en place, puis les policiers, ils allaient tanker. Là. Ben ça, c'est le premier défaut des mouvements prohibitionnistes, c'est que dès que la prohibition entre en cours, t'as un marché noir, et puis t'as l'élite qui est capable de, dans le fond, faire exactement ce qu'elle veut de toute façon, puis d'enfreindre les règles sans se faire mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr. C'est sûr que quand tu contrôles... Quand tu contrôles la police puis cette dimension-là, tu risques pas grand-chose. Ouais. Quand tu contrôles les lois... Ben, c'est ça qui est arrivé à Hull, c'est que la police finissait par s'entendre un peu avec les tenanciers de bar puis de Gatineau puis dire, bon, écoute, on va venir vous voir là, à telle heure, à tel moment, fait que organisez-vous pour qu'on trouve rien. Puis là, il y avait un échange d'argent. Et puis, tout ça nous fait dériver, évidemment, comme c'était attendu. Fait que là, votre première bière, une Boathouse, avec un petit côté prohibitionniste. J'espère que votre menu faisait référence à l'histoire trouble du Vieux-Hall. Et les bières qui ont suivi après, est-ce qu'il y avait une petite vocation historique comme celle-là? Il y en a eu... il y a eu la Bégon, en fait, si on veut, qui fait partie du patrimoine immatériel de la rivière des Outaouais encore. Les Bégons, c'était des pêcheurs de nuit. Tu vois pas ça écrit nulle part parce que c'est juste une histoire qui se transmet de bouche à oreille depuis des années. Puis nous, ben, dans le fond, il y avait un des gars du projet sa mère a grandi à l'origine dans cette maison-là. Fait que de génération en génération, eux autres qui connaissent les histoires autour de la rivière des Outaouais, puis justement des Boathouses, tout ça. Puis les Bégons, c'est des pêcheurs de nuit. Puis notre stout, qui est aromatisé avec de la fleur de mélilo blanc qui pousse au Québec. De la fleur de quoi? De mélilo. La fleur de mélilo blanc, dans le fond, c'est justement, nous, ce qu'on essaie de faire dans certains types de bières qu'on brasse, qui sont pas des New England, justement. On essaie de remplacer des aromates qui viennent de loin, qui sont pas très bonnes pour l'environnement en termes de déplacement, mais aussi d'essayer de développer des saveurs autres. Puis la fleur de mélilo blanc, dans le fond, ça a des notes de vanille, un peu cannelle aussi potentiellement. Fait que dans une stout, ça s'y prête vraiment bien. Fait qu'on a remplacé la vanille du Madagascar ou d'ailleurs par la fleur de mélilo blanc. Puis notre stout, on la brasse avec ça. Puis c'était pour rendre hommage aux pêcheurs de nuit qui s'appelaient les Bégons. Et puis, est-ce qu'on sait pourquoi ces gens-là sortaient la nuit pour aller pêcher? C'est parce qu'ils étaient trop laids. Ah! Voilà! Je m'attendais à autre chose, mais à défaut d'autre chose, je vais devoir accepter cette réponse. Merveilleux. Ils sortaient la nuit, puis Bégon, est-ce qu'on sait pourquoi il s'appelait de même? Je sais pas. Il se faisait appeler de même. Peut-être parce qu'il était bègue. Mais peut-être qu'il bégayait un peu peut-être, en c'est chemin. ça. Non, mais c'est bien dur à dire, pour être honnête. J'ai pas comme la référence au niveau, au niveau du nom. Mais tout ça est mystérieux. Tout ça est mystérieux. Moi, je pense qu'il va falloir aller recueillir des témoignages. Toi puis moi, là, on va s'armer de bière et de bonne volonté, puis on va aller cogner, on va faire du porte-à-porte, puis on va leur dire, écoutez, on cherche des Bégons. Pardon? On cherche des Bégons de soir, de préférence. Oui, c'est vrai. Oui, on cherche des gens qui auraient pêché le soir à minuit. Quel genre de pêcher? Bref, tout ça pour dire que vous, là, ça fait une couple d'années que vous êtes en existence. Vous commencez avec plusieurs défis. Clairement, vous avez survécu à la tempête. Quels sont vos prochains projets? Ben là, en ce moment, c'est ça, vu que bâtir, c'est ça, c'est complexe, mais dans le fond, la ville de Gatineau, elle nous a permis finalement de développer un projet de microbrasserie artisanale
sur les lieux, même si on était en zone inondable. Ils ont transformé l'usage du bâtiment potentiel pour l'usage, dans le fond, du zonage pour inclure les microbrasseries dans la dimension artisanale, au même titre, dans le fond, qu'une boulangerie ou que différentes places comme ça. Puis c'était bien logique de le faire. Mais là, nous autres, on se disait, tu sais, mettre une couple de 100 000 $ d'investissement dans un sous-sol inondable, c'était un peu ordinaire comme idée. Puis aussi, tu sais, on avait déjà commencé à brasser au Gallicus, on faisait de la bière en canette, on a testé le marché. Si on avait mis la brasserie dans le sous-sol, en fait, on aurait juste été capable de fournir le pub, puis encore là, on ne sait même pas. Parce qu'il vous manquait d'espace. C'est trop petit. On ne peut pas grossir le bâtiment parce qu'on est en zone inondable. Ouais. Fait que, tu sais, on n'avait pas trop d'autres options que d'agrandir ailleurs. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. On a trouvé un local sur Saint-Joseph, dans le quartier industriel à Hull. Fait que dans les quelques semaines, quand les astres célestes vont s'aligner, nous allons pouvoir ouvrir la brasserie à la dérive et vraiment avoir notre espace pour faire de l'expérimentation à l'infini. C'est ça notre objectif, là. Sky is the limit? Sky is the limit, ouais. C'est quoi la bière ultime que tu aimerais brasser? C'est une grosse question quand même. C'est une question à 100 000 $. Ben, tu sais, c'est dur à dire. Moi, toutes les bières weird avec des aromates étranges, j'aime ça. Puis j'aime beaucoup l'idée de créer des concepts derrière les bières pour que on ait des histoires à raconter aux gens, que ça soit pas juste brasser de la bière pour brasser de la bière. C'est ça, la oui-oui, justement. Il y a un concept derrière le produit. Et les gens qui... C'est pas tout le monde qui lit les étiquettes, mais si le monde ils lise l'étiquette de la oui-oui, ben ils n'auront pas le choix de rire puis d'avoir du fun, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut faire aussi pour les bières qui vont être un peu plus de spécialité, où est-ce qu'on va faire de la recherche, on va parler de notre processus, puis on veut amener les gens ailleurs. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait que c'est quoi la bière de rêve que j'aimerais brasser? Ben, quelque chose de vraiment weird, mais que les gens vont aimer. Quelque chose d'unique et de rassembleur, finalement. Oui. Ben, tout ça nous ramène un peu vers le concept même qu'on essaie d'explorer au mieux possible avec notre humble podcast. C'est l'histoire des gens, finalement, l'histoire de la bière. L'histoire sociale à travers les éléments du vrai, à travers les choses qui peuplent notre quotidien et qu'on prend des fois pour acquis. La bière, surtout la bière artisanale, la bière de microbrasserie, nous permet de reprendre en charge le moment présent et de, si on veut, récupérer notre propre rôle dans notre propre vie. La bière, c'est un événement rassembleur. La bière était brassée de façon communautaire et communale dans le temps. Elle était partagée et souvent, sa consommation était associée avec des rites sacrés. Et je crois comprendre, j'ose espérer que le 5 à 7 moderne, en tant qu'il est célébré par des gens matures et décents, ça représente un peu le même concept de festivité contrôlée qui nous amène dans un autre temps, un temps un peu sacré, un temps où est-ce qu'on oublie nos soucis, puis où est-ce qu'on se rappelle l'importance de la communauté. Oui, c'est un grand statement, comme dirait quelqu'un à Gatineau que tu viens de faire là. Mais c'est sûr que les microbrasseries, à la base, il y a bien des gens qui disent que c'est les nouveaux perrons d'église, dans le sens que c'est des lieux de rassemblement, mais c'est aussi... les gens, ils sont en perte de repères culturels en général au Québec depuis que la religion catholique est en une extrême descente. Puis, dans le fond, tu sais, il faut recréer des rituels sociaux, des rituels qui sont pas nécessairement religieux, parce que la religion, ça divise, veut pas. Puis, c'est ça, la microbrasserie, ça n'en fait partie potentiellement, parce que justement, tu sais, il y a certains types de bières que tu vas brasser avec les framboises du potager Hurdley, que tu vas avoir fait une collaboration avec un dépanneur, avec une salle de spectacle de la région.
tu crées une communauté autour des projets, puis tu donnes une valeur sociale à un produit qui est pas juste un produit pour faire de l'argent, finalement. Fait que oui, la bière, puis la bière, c'est sûr que c'est un lubrifiant social. Là. Ça permet aux gens de se décoincer puis d'avoir du fun. Tant qu'on va pas trop à l'excès non plus. Mais oui, ça a une vocation sociale, clairement, puis nous, on joue beaucoup là-dessus aussi. On essaie vraiment de créer une communauté autour de la dérive par nos 1000 activités. Tu sais, on est quand même une scène alternative en Outaouais où est-ce qu'on présente des shows de musique, de slam, de poésie. On organise des festivals émergents aussi. Oui, vous avez organisé aussi récemment une soirée de speed dating pour la communauté LGBTQ+. Effectivement. C'est intéressant comme concept. Effectivement, il y en a eu 2 soirées, puis ça, c'est la deuxième. Ouais, effectivement, mais tu sais, c'est Tinder, là, ça répond pas à tous les besoins, en fait. Là. Un écran où est-ce que tu swipes à gauche puis à droite, c'est assez ordinaire. C'est la marchandisation de l'humain. Ouais, effectivement. Puis tu sais, c'est comme... Les gens, au final, ils ont besoin de se retrouver à une place qui a un peu d'alcool, puis du monde le fun, puis qui savent que les gens sont disponibles aussi. C'est ça, une soirée de célibataire, tu sais, de faire des belles rencontres, puis après ça, de peut-être trouver l'amour. Oui, de peut-être trouver de la chimie de la même façon que vous, brasseurs, créez de la fermentation, de voir si, suite à la fermentation, il n'y a pas un peu de chimie. Je m'égare un peu dans mes jeux de mots, mais écoute, s'il y a une chose que je pense qu'on a réalisé tous les deux, c'est l'importance du côté rassembleur que crée la microbrasserie comme nouveau perron d'église, surtout à travers les activités culturelles qui se passent souvent dans les microbrasseries. Je te remercie d'avoir été avec moi pour le temps d'une bière. Et puis à ceux qui nous écoutent encore, qui ont survécu à la dérive de nos digressions et de nos tangentes, ben n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez notre contenu, likez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Devenez nos amis. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Et surtout, je vous conseille de suivre les conseils de notre cher biérologue national Mario Dair. Buvez moins, buvez mieux. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Et Sébastien, un grand merci à toi de m'avoir fait découvrir beaucoup de choses en dérivant avec moi vers mes digressions nationales. Ça fait vraiment plaisir, mon cher. Rock'n'roll tout le monde. À la prochaine.